Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération, envers soi-même et envers son entourage. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son développement personnel. Tu peux donner le meilleur de toi-même sans souffrir et sans galérer. Tu peux faire différemment. Décide de te traiter en première classe. Je vais te donner les clés, les pistes et ensemble, on va dénouer les nœuds. C'est le moment, c'est ton moment. Je suis Émilie Antoine, fondatrice de mapsyenlinechemoi.fr, le meilleur de la psychologie et du développement personnel. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, elles éduquent et soutiennent la seconde. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans ce 12e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, je vais te donner quelques conseils pour ne plus que tu sois envahi de crainte à l'idée d'être en couple, de te marier ou de partager ta vie tout simplement avec un homme. On va parler de comment reprendre en confiance dans le domaine du couple. Personnellement, je me rappelle très bien cette nuit où je venais de signer la fin de ce second mariage. Cette relation n'avait duré que quelques mois et j'avais déjà bien morflé avant lors du précédent divorce. J'avais le front collé à la vitre du côté passager et j'ai fixé la lune tandis que j'apercevais le carrefour de la ville. Je me suis dit que c'était pas fini. J'étais persuadée au fond de moi, je ressentais qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'attendait. Et souvent, je me rappelle que ma grand-mère, elle me disait « chacun sa chacune ». Alors cette phrase, elle peut sembler un peu anodine, voire même un peu naïve, mais je pense avec le recul que ça a été un marqueur fort de ce qu'on pourrait appeler mon optimisme amoureux. Alors, honnêtement, je suis une enfant du divorce et j'en ai aussi entendu des chouettes, des vertes et des pas mûres concernant les fumisteries des vies de couple. Je vous parle même pas de tout ce que j'ai pu entendre d'histoires scabreuses dans ma carrière de psychologue. Ceci étant, et je me suis toujours dit et j'en ai eu la confirmation dans mon expérience personnelle et dans mon expérience professionnelle aussi surtout, qu'il ne fallait pas confondre, et c'est ce que je rappelle toujours aux femmes que j'accompagne, le concept du couple, du mariage ou de l'amour, en fait la promesse, on va dire, du couple, du mariage et de l'amour, avec ce que nous, on en fait en tant qu'être humain imparfait. Je pense que pour devenir ou redevenir une femme confiante en amour, dans le domaine de l'amour, il faut pouvoir passer par certaines étapes, prendre le temps d'avoir certaines réflexions, et mûrir certains questionnements. Sans quoi, c'est le mur de la boucle des déceptions et des frustrations qui nous attend. Ainsi, je vais, dans ce podcast, te soumettre en fait quelques-unes de ces réflexions. Je vais en fait te donner, pour être plus exact, 7 conseils pour que tu puisses redevenir une femme confiante en amour. Le premier conseil que je voudrais t'adresser, c'est que tu connaisses ta valeur. Si tu connais ta valeur, si t'en es convaincu, c'est pas juste des phrases en fait que tu te dis pour te rassurer, mais que tu connais ta valeur parce que tu as fait ce travail en fait d'introspection. Et que c'est pas juste, comme je te disais, du blabla ou des affirmations, etc. C'est que tu en es vraiment convaincu. Eh bien, forcément, ça va te donner, entre guillemets, du galon pour avoir cette confiance, en fait, cette connaissance finalement que tu vas avoir de ta valeur et de toi-même. Eh ben, ça va se transposer sur ta conception de l'amour en fait du mariage, et ça va avoir un impact en fait positif sur la valeur que toi tu te donnes. C'est aussi la valeur que tu vas entre guillemets transmettre à ton conjoint. C'est de manière plus ou moins subliminale, on va dire. Et ça, le fait que lui il te voit et que toi tu te reconnaisses et que lui il te reconnaisse comme une femme confiante, fatalement, si je peux dire ça comme ça, ou bien heureusement, ça va avoir un impact positif sur ton couple, en fait. Également, le deuxième conseil que je voudrais t'adresser, c'est que tu es conscience, pardon, de tes failles et que tu les assumes. Le but, quand je dis connaître sa valeur, c'est pas de devenir une femme imbu de sa personne, etc., qui ne fait que flatter ses avantages, j'allais dire ses qualités, etc. Le but aussi je pense, pour être une femme confiante en amour, c'est aussi d'avoir, comme je te disais, conscience de ses failles
Donc voilà, tu connais tes défauts, tu reconnais tes qualités avec humilité. Comme je te disais tout à l'heure dans le point précédent, tu connais ta valeur, mais tu as conscience aussi de tes failles et tu les assumes. Qu'est-ce que ça veut dire que tu les assumes? C'est pas genre t'arrives et tu dis: «Ouais, je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser» et cetera. Non, c'est tu travailles dessus, en fait. Et comme tu sais que tu travailles dessus pour devenir, entre guillemets, «une meilleure personne», bah, ça va te donner à la fois cette humilité, qui te rend en fait, qui donne à voir de toi que tu es une femme confiante, mais pas méprisante, en fait. Donc tu les assumes en travaillant dessus et pas en étant en mode: «Ouais, c'est comme ça, je suis comme ça, on me prend, nin nin, c'est à prendre ou à laisser». Non, ça c'est plutôt un mécanisme de défense. C'est une réaction qui est très défensive et qui montre que, bah, c'est pas du tout le cas, en fait. Et le troisième questionnement que je te conseille d'avoir, donc mon troisième conseil, c'est que tu te poses et que tu te poses cette question en fait. Qu'est-ce que tu cherches chez un homme? Qu'est-ce que tu veux et surtout qu'est-ce que tu ne veux plus? Souvent quand on a été déçu, on commence par la case où on se dit ouais je veux plus ci, je veux plus ça, etc. C'est tout à fait normal. Et puis après, ben prends un peu l'inverse. Par exemple, si tu veux plus, je te dis n'importe quoi, un homme qui est pas affectueux, ben tu retournes l'équation et tu sais que toi tu veux un homme qui est affectueux par exemple, ou tu veux plus un radin, bah tu sais que tu voudrais un homme généreux. Voilà, tu fais un peu tu vois l'équation inverse quoi. Donc vraiment c'est de savoir ce que tu cherches chez un homme et encore une fois tu l'assumes. C'est-à-dire que souvent les femmes elles ont ce petit mouvement de recul de se dire alors elles se le disent parce que généralement on leur dit: «Oui, mais tu trop difficile, tu fais trop la difficile et t'as vu tu quel âge et t'as déjà des enfants et t'as déjà été mariée et blablabla et blablabla» et du coup, elles osent même plus se poser la question de qu'est-ce qu'elles veulent vraiment et quand t'es dans cette posture, quand tu t'es fait un peu retourner le cerveau en mode: «Ouais, faut pas être trop difficile parce que sinon tu vas finir toute seule», bah, entre guillemets, ça t'affaiblit parce que tu ne t'affirmes pas en tant que personne dans tes besoins, dans tes attentes, etc. Et forcément, ça ne contribue pas à faire de toi une femme confiante parce que quelque part, tu te rabaisses en fait en n'écoutant pas tes besoins et tes attentes les plus intimes. Donc c'est extrêmement important que tu saches ce que tu veux et surtout que tu l'assumes. Et si Pierre, Paul ou Jacques te trouve trop exigeante, eh bien, ça lui appartient. C'est son interprétation, c'est sa vision. Tu peux répondre tout simplement c'est ton avis et continuer ton chemin. Le quatrième conseil que je voudrais te donner, c'est que tu restes fidèle à tes valeurs et tes principes. Qu'est-ce que j'entends par là? Justement, quand on est dans cette posture un petit peu de vulnérabilité parce qu'on n'assume pas ce qu'on veut, eh bien, on a tendance à se sacrifier pour plaire. C'est-à-dire que tu vas commencer à accepter des choses qui sont inacceptables. Admettons que je te dis n'importe quoi, mais bon, c'est toujours issu de faits réels. Il y a certaines pratiques, on va dire, dans l'intimité que tu n'acceptes pas. Et quand tu as un prétendant, il te dit oui, moi, quand je serai mariée, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Toi, au fond de toi, tu sais que t'es pas ok avec ça, mais tu vas lui dire ok, alors que c'est complètement contraire à tes valeurs, par exemple. Ou lui, il te dit, moi, je veux une femme comme ci, je veux une femme comme ça. Par exemple, il te dit, moi, je veux une fille, je veux une femme qui reste, comment dirais-je, je sais pas, par exemple, qui reste tout le temps à la maison, et toi, tu sais très bien que t'as besoin d'aller voir ta famille, t'as besoin de rendre visite à tes proches, etc. Et pour lui plaire, pour rentrer dans ses clous, si je peux dire ça comme ça, tu vas lui dire oui, oui, ok. Et en fait, quand tu fais ça, tu te sacrifies, tu sacrifies tes valeurs, ta personne, tes principes, et au final, tu n'es pas toi-même. Tu te rends encore vulnérable et tu donnes une image de toi, je suis désolée de te le dire, mais qui est fausse. Et forcément, tu vas le regretter parce que tu vas te retrouver avec quelqu'un déjà qui pense qui va avoir affaire à une femme et réellement, bah, c'est pas vraiment la femme c'est pas la promesse qui lui a été faite, si je peux dire ça comme ça, donc il va t'en vouloir et il risque de te le faire payer. Et en plus, tu vas te retrouver dans un couple avec des choses qui te sont demandées ou qui sont attendues de toi qui ne sont pas du tout en cohérence avec toi-même. Donc je pense vraiment que pour être une femme confiante et pour se donner l'opportunité d'être avec quelqu'un qui nous convient, il faut vraiment rester fidèle à ses valeurs et à ses principes. Un dernier exemple, si par exemple t'as une religion, tu suis une religion et t'as tellement peur de finir toute seule, etc., que tu finis par te mettre par exemple avec quelqu'un qui a une religion différente et
ça fait pas partie de tes valeurs à la base, mais tu le fais quand même, ben, pareil, tu risques d'avoir, entre guillemets, ça risque de créer des conflits par la suite et tu risques de le regretter parce que tu n'as pas été, fidèle à tes valeurs et à tes principes. Si pour toi c'était important d'être avec quelqu'un qui est de la même religion ou de la même pratique de même si c'est la même religion, vous êtes dans la même religion mais vous avez une pratique différente, idem, si ça fait pas partie de tes valeurs et de tes principes, ben, tu risques de le regretter parce que lui, il va se sentir, entre guillemets, «floué sur la promesse», si je peux dire ça comme ça, et comme vous regardez pas vraiment dans la même direction, ça risque de poser problème après par la suite. Et du coup, comme toi, au fond de toi, t'es pas tranquille, ça va nuire au fait que tu te sentes en confiance, que tu te sentes une femme confiante pour la suite. Également, le point suivant que je voudrais t'adresser, donc on est sur le point 1, 2, 3, 4, le 5e point, hyper important de travailler pour être une femme confiante. Il faut être autonome émotionnellement parlant. Ça, c'est un point que je répète, que je rabâche et sur lequel je travaille énormément avec les femmes que j'accompagne, notamment dans le bootcamp Ma Psy Campus, qui est le coaching de 6 mois que je propose, que j'ai mis au point, que j'ai créé. L'autonomie émotionnelle, c'est hyper important. Souvent, on met l'accent sur oui, il faut que tu aies ton propre travail, il faut que tu aies ta voiture, il faut que tu aies ta situation, etc. Sinon, tu peux avoir tout le matériel, tous les téléphones, toutes les voitures, tous les apparts, toutes les maisons que tu veux. Si émotionnellement tu ne te gères pas, tu vas te sentir aussi vulnérable. Et du coup, ça va nuire au fait que tu te sens confiante parce que le matériel, ça apporte, on va dire, des fois un certain aplomb, si je peux dire ça comme ça. Mais dès qu'il y a une difficulté et si émotionnellement tu ne te gères pas et tu ne maîtrises pas tes émotions, tu vas t'ébranler tel un paravent, heu, paravent sous le vent de 100 km/h, quoi. Vraiment, ça va pas tenir ça va pas tenir, en fait. Et au fond de soi, quand on ne sait pas gérer ses émotions, on le sait. On a peur d'éclater en sanglots, on a peur de piquer des crises de colère, et ça nuit au fait de se sentir une femme confiante. Parce qu'on a peur de pas pouvoir gérer émotionnellement parlant toutes les situations, ou alors, dans un autre axe, ce qui fait de nous parfois des femmes entre guillemets, pas des femmes confiantes, c'est qu'on attend de l'autre qu'il gère nos émotions à notre place. De l'autre, c'est-à-dire l'homme avec lequel on partage notre vie. On attend de lui, pardon, qu'il nous répare, qu'il nous fasse rire quand on est triste, quand, comment dirais-je, enfin, un peu comme un parent en fait finalement. Bon, souvent c'est très lié, hein, de toute façon quand on n'est pas autonome émotionnellement, c'est qu'il y a quelque chose à régler entre guillemets dans la relation parents-enfants qu'on a pu vivre, mais vraiment, c'est hyper important de quand on sait, en fait, au fond de soi, qu'on gère, qu'on maîtrise, qu'on assume tout son répertoire émotionnel, ça fait indubitablement de nous des femmes beaucoup plus confiantes de manière générale, et d'autant plus dans le couple, parce que le couple, ça vient vraiment le mariage agit vraiment comme un catalyseur, si je peux dire ça comme ça, de toutes les failles qu'on peut avoir en tant que femme, mais chez les hommes aussi. Et les différentes épreuves qu'on vit en tant que couple, en tant que dans le mariage, bah ça vient aussi révéler en fait toutes ces blessures, en fait, toutes ces failles entre guillemets émotionnelles qu'il peut y avoir. Et le 6e point que je voudrais t'adresser, je pense que c'est hyper important de connaître et de savoir faire connaître ses limites. Idem. Déjà si tu connais pas tes limites, bon c'est clair que tu vas pas pouvoir les transmettre de la meilleure des manières à ton conjoint. Si tu te connais pas de toute façon, tu vas avoir alors souvent les femmes, on est dans cet idéal entre guillemets que, c'est le prince charmant, il va nous connaître, il va nous comprendre, il va lire dans nos pensées, il va comprendre nos besoins et nos attentes et il va y répondre sans qu'on lui demande quoi que ce soit, parce que s'il nous aime, il doit forcément faire ça. Eh ben non, ça c'est un raisonnement. On peut, c'est comment dirais-je, nous les femmes, je pense que nous les femmes, on est programmées entre guillemets pour anticiper des besoins et des attentes parce que il faut bien faut qu'on s'occupe des enfants. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est inhérent aux femmes, l'empathie, une certaine douceur, une psychologie qui est propre à la femme en fait. Et comment dirais-je, un répertoire émotionnel qui se joue d'une manière bien spécifique à la femme, qui fait que effectivement, elle va être plus encline à anticiper les besoins des autres. Mais les hommes ne sont en général pas comme ça. Ceci étant, quand tu te connais pas, quand tu as des attentes comme ça, enfin, tu as une représentation des hommes ou de la psychologie masculine, ça va, et tu penses que du coup, inconsciemment, bien sûr, tout ça, en général, ça se joue de manière inconsciente, mais bon, tu as quand même des personnes qui l'assument, bah,
tu vas te mettre dans des scénarios de frustration et de colère, parce que en fait, finalement, tu ne te connais pas, tu connais pas tes besoins, tu connais pas tes attentes, et quand tu connais pas tes besoins et tu connais pas tes attentes, bah, t'es encore moins encline à en parler, en fait, à les assumer, à en parler à ton mari, ton conjoint. Et du coup, ben, tu te sens pas confiante parce que finalement, inconsciemment, tu te places comme dépendante entre guillemets de lui d'un point de vue de la satisfaction de tes besoins, de tes attentes, etc. Tandis que quand tu te connais et que du coup, tu as cette posture d'humilité et de bienveillance qui fait que le but, c'est pas, comment dirais-je, d'ordonner à ton conjoint de répondre à tes besoins ou et de reconnaître tes limites, etc. Mais tu lui expliques en mode cool, en fait, quand l'occasion elle se présente, à l'aide, par exemple, de la communication non violente, que, admettons, je te donne un exemple qui va peut-être être un petit peu trash, mais il faut qu'on accepte de faire face à la réalité. Il arrive, par exemple, dans les couples, même si l'un ou l'autre ne le veuille pas, qui est un épisode de violence. Soit ça va être un épisode de violence verbale, soit ça va être de l'intimidation, par exemple physique, qui va avoir lieu d'épisodes, comment dirais-je, de débordement entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de violence physique. Et du coup, si à ce moment-là, toi, tu ne connais pas ta limite entre, comment dirais-je, et que du coup, t'acceptes le débordement de l'autre ou même t'acceptes ton propre débordement, ça risque de lancer une boucle infernale dans le couple. Ça peut arriver. Il arrive, par exemple, admettons, dans dans ton expérience d'enfant, tes parents, on va dire, s'est insulté. Voilà, ok, bon, on n'est pas là pour poser un jugement, mais c'est factuel. Et du coup, dans un moment entre guillemets de colère et de frustration, admettons, t'as insulté ton mari. Tu connaissais pas cette limite en fait. Au fond de toi, réellement, tu vas avoir honte et tu vas avoir de la colère vis-à-vis de toi-même. Et comme tu connaissais pas cette blessure, cette limite, tu vas pas réussir à l'assumer auprès de ton mari, par exemple, en t'excusant ou en revenant en arrière tout de suite. Et du coup, la tension émotionnelle qui va rester en toi va faire qu'au prochain clash, tu risques de remettre en place le même comportement d'agressivité verbale ou physique, en poussant ou que sais-je. Ça peut être dans les deux sens. Mais du coup, c'est important de connaître et de savoir faire reconnaître ses limites, parce que quand tu connais ton histoire et que tu sais que tu as des blessures et que tu peux du coup les expliquer à l'autre et lui expliquer aussi que tu fais un travail sur toi pour que ça ne déteigne pas sur ta vie avec lui, en fait, ben voilà, tu peux pas l'assumer. Tandis que voilà, quand tu connais ton histoire, quand tu connais ta vie, tu connais tes limites et que tu sais que tu es en train de travailler et tu lui en parles, etc. Bah là, ça te rend confiante parce que tu sais que tu es en train d'agir sur un problème. Même si, parce que le but, quand on dit ouais, être une femme confiante, c'est pas être une femme sans défaut en fait. La femme qui est confiante, c'est pas la femme qui considère qu'elle n'a pas de défaut. C'est la femme qui les reconnaît et qui travaille dessus. Et du coup, connaître et savoir reconnaître ses limites, c'est aussi, dans l'autre sens, si c'est ton mari, ton conjoint qui commet un écart, eh bien, tu assumes et comment dirais-je, tu tapes du pied, tu peux dire ça comme ça en lui disant, non, ça, je n'accepte pas. Tu te sens assez forte, assez confiante pour dire, non, ça, je n'accepte pas. T'es pas en mode, oui, mais si je lui dis que peut-être qu'il va partir et je vais me retrouver toute seule, etc. et tout. Et ça m'emmène sur le dernier conseil, le 7e conseil que je voulais te donner. C'est qu'il arrive dans la vie, bon, je te souhaite de te mettre avec une personne et bien sûr de rester avec toute ta vie si c'est ce que tu souhaites. Mais il arrive que, ben, entre guillemets, il y a des erreurs de casting, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que ce qu'on va tirer en termes de croyances, suite à ces erreurs de casting, bon, ces croyances, elles sont déjà là, en général, mais il y a aussi ce que tu vas tirer des erreurs compte tenu de l'expérience que tu as eue avec la personne, ou de l'expérience dans sa globalité. Soit tu vas penser que cette erreur de casting, elle vient parler de ta valeur ou de la valeur en face, auquel cas, ben, ça, comment dirais-je, tu fais une affaire d'ego de cette expérience-là, ou tu peux juste te dire, ok, on a fait un petit bout de chemin ensemble, c'était pas parfait, bon, c'est peu dire en général, hein, mais des fois c'est juste que, ou alors même c'était juste un prétendant, la relation n'a pas continué, et te dire, ok, mais en fait c'est juste qu'on n'était pas compatibles. Parfois, il s'agit juste de ça. C'est pas que t'es une mauvaise personne, c'est pas forcément que lui il est une mauvaise personne, c'est que vous deux ensemble, vous n'étiez pas compatibles. Et là, ce point-là, je pense que c'est aussi
de comment, alors comme je vous disais, bon, c'est aussi un point qu'on travaille énormément dans le bootcamp Ma Psy Campus, dans le coaching dont je vous parlais tout à l'heure, notamment dans le module 3. Je donne aux personnes que j'accompagne, aux femmes que j'accompagne, une méthodologie pour qu'elles puissent développer justement de l'autonomie vis-à-vis de leurs croyances limitantes et de leurs blocages. C'est capital de garder, si je peux dire ça comme ça, une bonne opinion du destin. Et souvent, quand on a eu des casseroles, eh bien, notre cerveau, si je peux dire ça comme ça, notre mental, il a encodé des informations, des représentations qui sont erronées et qui viennent nous persécuter. Si tu penses que tu restes bloqué sur un échec amoureux, un mariage qui a fini en divorce, etc., un prétendant qui n'a pas mené, en cherchant toujours à établir c'est la faute de qui et qui est le moins valeureux des deux, si t'es resté bloqué, si tu restes bloqué, si t'envoies ton cerveau en fait à chercher à évaluer tout le temps ça, tu vas, si je te le dis de manière un petit peu familière, tu vas galérer. Des fois, lâcher prise, c'est quoi? Des fois, c'est juste se dire, c'est pas lâcher l'affaire, etc. et tout, ou accepter le mal qu'on ait pu nous faire. Des fois, c'est se dire, ok, en fait, on n'était pas compatibles, je continue à faire en fait les efforts et les causes de mon côté pour pouvoir en fait trouver justement la bonne personne, c'est-à-dire la bonne personne pour toi, ton chacun à toi la chacune, et vraiment garder en fait cet optimiste, cette bonne opinion du destin que si tu continues en fait à rester fidèle à toi-même, à rester fidèle à ta valeur, à rester fidèle à tes valeurs, tes principes, à savoir ce que tu veux, à assumer ce que tu veux, avoir conscience de qui tu es dans le bon et le mauvais et de l'assumer en étant une femme responsable qui travaille pour devenir la meilleure version d'elle-même, tant d'un point de vue émotionnel que psychologique, eh bien, il y a que du bien entre guillemets qui pourra intervenir pour toi. Je pense que ça, c'est vraiment comment dirais-je? Et je sais que ça prend du temps en fait pour pouvoir et que c'est pas forcément facile quand on est seul face à soi-même ou alors qu'on est dans un environnement où les personnes, elles ont entre guillemets les mêmes croyances limitantes ou les mêmes blocages que nous. En général, on se tire un peu vers le fond en fait. Et c'est pour ça aussi que je voulais créer entre guillemets une communauté de femmes qui avancent dans le même sens et qui accompagnaient pour aller pour cheminer en fait vers l'unition en travaillant justement sur leurs blocages, leurs pensées limitantes pour qu'elles puissent se connaître et se donner les moyens d'être épanouies, de leur offrir en fait un espace, comment dirais-je, où elles se sentent en sécurité, où elles se sentent accompagnées avec bienveillance pour pouvoir justement aussi bénéficier d'un miroir, de quelqu'un qui leur envoie une autre perspective, d'une équipe qui leur envoie une autre perspective. Donc c'est vraiment ce qu'on fait dans le bootcamp Ma Psy Campus. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre la team des bootcampeuses, vous pouvez vous rendre sur le site mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. BOOTCAMP. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'étais vraiment heureuse de partager avec vous cette réflexion pour que vous puissiez justement ne plus être mené par des craintes à l'idée d'être en couple ou de vous marier ou de partager votre vie avec un homme, que vous puissiez vraiment reprendre en confiance dans le domaine du couple, voir qu'en fait souvent, le fait qu'on ait perdu de la confiance vis-à-vis de notre destin, vis-à-vis de ce que peut nous réserver le mariage, et cetera, ça parle de blessures beaucoup plus profondes qui justement créent des blocages, des croyances limitantes et c'est c'est pour ça que, enfin là on va pas dire c'est ma mission de vie de travailler avec les femmes là-dessus, mais bon presque, que vous puissiez vraiment prendre des décisions et aller dans un chemin de vie qui soit en cohérence avec ce que vous voulez et pas avec ce dont vous avez peur, si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Tu peux m'adresser une note, une review ou un commentaire depuis ta plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast, YouTube, etc. Pense à t'abonner et à profiter de nos programmes de psychologie. J'ai 2 programmes actuellement que j'offre sur le site mapsyenlignechaismoi.fr. Il y a un programme de mail quotidien qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions et la pensée humaine. Et il y a un petit podcast qui est offert aussi, un programme sous la forme d'un podcast qui s'appelle Les 3 secrets du travail sur soi réussi. Ce sont des programmes qu'on offre et il y a également beaucoup de contenu sur le blog Ma Psy en ligne chez moi et sur la chaîne YouTube Ma Psy en ligne chez moi. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je suis Émilie Antoine, la fondatrice du site mapsyenlignechaismoi.fr. J'ai rassemblé une équipe de psychologues diplômés et formés qui vous accompagnent via des consultations en ligne selon la méthode Ma Psy en ligne chez moi depuis 2013. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme
épanoui et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vais te donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Je te dis à la semaine prochaine. Pense à t'abonner. Bye bye!